super. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette petite conférence autour des services mesh et de Kubernetes. Je vais commencer avec vous pour juste vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui travaillent déjà sur du Kubernetes? Déjà, on a une bonne population, ça c'est cool. Gardez la main levée pour ceux qui utilisent des services mesh ou qui connaissent déjà les services mesh. Ah, ce ne sera pas totalement inutile. Ça, c'est plutôt cool. En production, Ah oui, en production ou pas? Thomas, 1. 2. Tu viens avec nous, Thomas, du coup. Ok, parfait. Avant de commencer, en fait, on va essayer de vous expliquer quelle est l'histoire et pourquoi est-ce qu'on vient vous parler de service mesh. Et pour commencer, forcément, on va commencer par discuter des architectures microservices. Parce qu'effectivement, les services mesh sont là pour répondre à certaines problématiques autour des architectures microservices. Dans notre exemple, en fait, on va partir d'une application qu'on a développée avec Thomas pour le Volcamp. Vous verrez tout à l'heure quelle est cette application. C'est une application microservice qui a pour but en fait, de fournir une marketplace. Vous pourrez acheter en fait, sur cette marketplace directement des petits produits à l'effigie du Volcamp, ou pas, on verra. Cette application elle a été découpée en plusieurs microservices. Vous avez un microservice qui sert en fait, pour faire les commandes. Vous avez un microservice qui sert pour gérer votre panier. Et vous retrouverez un autre microservice qui gère les catalogues de produits avec les prix, les stocks, etc. Ces applications vont communiquer ensemble au travers d'un bus de données par événement qui va permettre tout simplement en fait, de déclencher les commandes, vérifier ou décrémenter les catalogues, etc. Par contre, une particularité dans cette architecture microservice, c'est qu'on a une communication qui, elle, est synchrone, celle-ci. Et cette communication synchrone va nous poser quelques petits problèmes en termes de monitoring. D'accord ? On va en discuter juste après. Enfin, sur l'intégralité de notre application, on va retrouver un backend for frontend qui est une API gateway et des applications front, mobile ou web qui vont communiquer avec elle de façon synchrone. Notre problème arrive à partir du moment où on a une application, l'application catalogue, qui est consommée de manière synchrone par les autres applications, commence à tomber en panne. C'est un cas qui va arriver, on le sait et qui arrivera. À ce moment-là, on va se retrouver avec une application complètement indisponible. Parce que du point de vue de l'utilisateur, il ne pourra pas effectuer une commande. Il ne pourra pas effectuer une commande parce que pour effectuer une commande, il faut vérifier si les stocks sont toujours disponibles, etc. Bref, ça va planter. Et notre problématique va être de comment est-ce qu'on peut fiabiliser ces communications qui restent synchrones, les monitorer, les troubleshooter et donner la possibilité d'avoir quelque chose avec une expérience utilisateur fiable. Et avant ça, on va quand même se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Thomas Ranou, je suis CSA, je travaille chez Soprasteria. Et je suis l'un des organisateurs également du Meetup MTG à Nantes. Et moi-même, Kevin Beaugrand, je suis développeur, artisan du web. Je travaille à CGI Clermont-Ferrand, je suis également architecte sur les solutions Microsoft Cloud et également co-organisateur et speaker au MTG de Clermont-Ferrand. Super. Donc comme je vous le disais, en fait, on va commencer par parler des applications microservices. Ce que je vous expliquais, c'est que dans une application microservice, chaque pièce d'une application est un point de défaillance potentiel et que plus l'application microservice va être complexe, plus elle va gérer de fonctionnalités, plus vous aurez des communications entre ces microservices. On va se retrouver au final avec ce que vous connaissez, un fameux plat de spaghetti qui va être compliqué de monitorer, de troubleshooter. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il est complètement teubé ce Kevin, on sait faire, on sait faire d'autres solutions, plutôt avec des communications asynchrones. Donc effectivement, il existe d'autres patterns de communication qui permettent de fiabiliser ces choses-là, tout en gardant l'expérience utilisateur correcte. On va parler de dénormalisation de données. On va parler également d'autonomie des microservices en faisant ce qu'on appelle de la copie de données entre les microservices. Le but étant finalement de rendre nos services les plus autonomes possibles pour pouvoir répondre à une requête sans avoir à demander des informations à un autre microservice. Et tout ça va se passer par des messages asynchrones. Et la problématique, je pense que vous la connaissez déjà, c'est que finalement, nos développeurs, quand ils vont développer ces fonctionnalités autour des applications, ils vont avoir en responsabilité plutôt de développer de la tuyauterie plutôt que de développer les fonctionnalités. Et ça, c'est un problème pour nous. Donc ce qu'on voulait voir, c'était comment un service mesh pouvait apporter des solutions de manière non intrusive sans que le développeur ait à s'en soucier. Donc maintenant, la grande question, qu'est-ce qu'un service mesh? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, toute cette histoire? Alors justement, le but du service mesh, c'est de nous faciliter les problématiques que Kevin a citées juste avant. Donc le service mesh, ça va être un composant qui va faire le pont entre notre infrastructure
et nos applications, et qui va nous aider à gérer tout ce qui va être le chiffrement des flux, la gestion du trafic, autorisation, authentification, et toutes les opérations réseau qui ont lieu dans notre cluster. Tout ça dans le but, au final, de laisser les développeurs faire du développement métier, faire ce vraiment pourquoi ils ont une valeur ajoutée, plutôt que de gérer la tuyauterie, la plomberie au sein de notre cluster. Donc le service mesh, c'est un outil qui est conçu pour ça. Alors un service mesh, concrètement, à quoi ça sert? Le premier point d'intérêt d'un service mesh, c'est de nous offrir des possibilités en termes d'observabilité, comprendre ce qui se passe au sein de notre cluster, comprendre ce qui se passe entre nos applications. Donc, pour recueillir des métriques et les exposer, évidemment, faire du tracing applicatif, comprendre ma requête, elle part de mon service A, elle va au service B et C, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la communication se passe bien, est-ce que les entêtes HTTP sont cohérentes avec ce que j'attends. Tout ça, c'est des fonctionnalités d'observabilité. On a également un intérêt au niveau du routage des flux basiques, dans l'exposition des services au sein de notre cluster, dans le but de mettre en place des mécanismes comme celui de retry, que l'on voit ici à l'écran. Le mécanisme de retry, habituellement géré au niveau applicatif, ici, grâce au service mesh, je peux le traiter au niveau de mon infrastructure. On a également des fonctionnalités au niveau sécurité, mettre en place un chiffrement MTLS entre nos services de manière totalement transparente et des policies pour gérer des rate limits sur l'appel de nos services, gérer des IP qui sont whitelistés ou blacklistés, faire de la redirection d'URL ou de header HTTP par exemple. Enfin, dernier point, le contrôle du trafic avec des fonctionnalités comme le traffic mirroring, pouvoir rediriger des flux automatiquement sur deux services, pourquoi pas pour tester une nouvelle version de mon application, ou faire du canary release, basculer progressivement les flux réseau d'un service à un autre pour une mise en prod. Concrètement, comment ça se matérialise dans notre cluster, le service mesh? Tout se passe au niveau de la brique verte que vous voyez ici, c'est le sidecar. Donc ça va être en fait un proxy qui va se greffer à notre conteneur applicatif dans le pod et qui va en fait intercepter tous les flux réseau dirigés vers ce conteneur. Donc toutes les briques, toutes les fonctionnalités d'observabilité, de chiffrement des flux qu'on a vu juste avant, par exemple, ça va se jouer au niveau de ce sidecar. Vu qu'il intercepte tous les flux, c'est lui qui va gérer cette fonctionnalité. Et le déploiement de ces sidecars, ça va être géré par un control plane qui va être chargé de piloter en fait, l'ensemble des sidecars, s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur configuration. Donc là, on est resté sur un exemple très générique de service mesh. Ici, dans notre exemple, on va s'intéresser à Istio. Pourquoi Istio? Parce que c'est le service mesh qui est le plus commun, on va dire, le plus répandu, celui qui a la plus grosse communauté. Donc, on est parti sur Istio. Ça nous permet de garantir une certaine exhaustivité, on va dire. On ne se fera pas d'ennemis sur le choix du service mesh, ce qui est déjà un bon point. Donc Istio, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour mettre en place les mécanismes du service mesh qu'on a présenté juste avant. Istio, ça s'installe avec une ligne de commande. Donc vous avez un utilitaire, IstioCTL, que vous pouvez installer sur votre machine, qui va vous permettre de configurer Istio sur votre cluster Kubernetes. Donc vous avez un certain nombre de profils qu'on vous propose par défaut pour vous aider en fait sur la configuration d'Istio. Après, bien sûr, dans un contexte de production, si vous voulez avoir la main sur l'ensemble du paramétrage d'Istio, je vous invite à utiliser le template Helm qui va bien et qui vous permet de configurer l'ensemble des paramétrages d'Istio. Ensuite, une fois que vous avez fait cette installation, au final, vous n'avez installé que les composants système d'Istio. Vous ne l'avez pas appliqué dans votre cluster
au niveau applicatif. Pour cela, vous avez besoin de positionner un label sur un namespace. Et ce label va faire en sorte que Istio, lorsqu'il y a un conteneur qui est déployé sur votre cluster, c'est à ce moment-là qu'Istio va injecter le sidecar et le greffer à votre conteneur dans le pod Kubernetes. Voilà, c'est grâce à ce label que ça fonctionne. Sans label, il ne se passe rien. Et voilà, pour cette première partie. Merci Thomas. Alors forcément, on va vous faire une démo parce que c'est toujours mieux que démo. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur notre marketplace parce que je vous avais dit qu'on l'avait mis en ligne. Elle est disponible. Elle vous permettra d'acheter des goodies. Pas moi. Je sais pas, peut-être. Et ces goodies seront à l'effigie de .NET parce que c'est le meilleur langage du monde. Donc du coup, je vous propose d'en acheter tout de suite, même si le site est aux couleurs du Volcamp. Donc sur ce site, vous retrouverez, si j'y arrive, hop là, CTRL-P, ce joli site web aux couleurs de Volcamp. Je ne vous avais pas menti, vous pouvez commander vos favoris goodies à l'effigie de .NET, vous pouvez vous loguer, je vais faire un petit peu de communication dessus. Vous avez les identifiants pour vous connecter avec votre compte Volcamp, forcément, commander des produits, comme je le fais ici, venir ensuite valider mon panier, commander mon produit, et je vais le recevoir ce soir à la maison. C'est cool. Après avoir payé quand même. Après avoir payé. Mais je paye pas, tu vois. J'avais déjà enregistré la carte bleue. C'est RGPD, donc vous pouvez y aller aussi. Hein. Du coup, je crois que je vais te laisser la place maintenant. Raté. Eh oui. Raté. Les aléas du direct, tout ça. Alors, on va parler du coup. Je le dégage. Ah oui, c'est quand on est trop. Trop proche. Pas qu'on reste trop près. Ouais. On va parler de la fonctionnalité principale, selon moi, qui est l'observabilité. Alors, Istio, comme je disais tout à l'heure, ça vient avec un ensemble de services. Donc ici, pour l'observabilité, on en a 4. On a le duo bien connu Prometheus Grafana, donc Prometheus pour le scrapping des données, donc la collecte, Grafana pour l'affichage, la présentation dans des jolis dashboards de tout ce qui a été récupéré par Prometheus. Ça, c'est une stack qu'on connaît déjà, qu'on peut utiliser sans Istio, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, nativement, elle est intégrée au produit, déployée, configurée comme il faut, tout va bien. Ensuite, nous avons Jaeger. Jaeger, c'est un outil de tracing applicatif. Donc Jaeger, ce qu'il va faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure rapidement, c'est qu'il va s'occuper de tracer les appels de HTTP entre services pour pouvoir les présenter sur une page avec les temps de réponse des services, l'enchaînement des appels. Ça, c'est un outil qui est hyper utile en cas de problème pour comprendre qu'est-ce qui se passe, à quel moment mon service plante. Et là, vous avez la cartographie des appels, l'enchaînement et les temps de réponse, avec tous les logs qui vont bien sûr. Et dernier outil, Kiali, qui est un outil très visuel qu'on verra juste après, et qui vous permet d'avoir en fait une jolie cartographie de vos services. Alors, l'intérêt de cet outil est, on va dire, plus visuel qu'autre chose. C'est très intéressant visuellement pour voir la carto de vos services, comment ils communiquent entre eux. Et pareil, en cas de problème, vous voyez tout de suite qu'il y a un flux qui passe plus, quoi. Alors, si je vous montre, on va d'abord s'intéresser à Grafana. Hop. Donc là, je fais un istioctl dashboard Grafana. Voilà. Et je vais avoir la belle interface de Grafana pour vous afficher justement les données recueillies par Prometheus. Alors, ce qui est intéressant avec Grafana, c'est que c'est un outil qui demande forcément une bonne maîtrise quand même de l'interface pour pouvoir afficher les données, mettre en forme les graphiques qui vont vous intéresser, avec les données qui vous intéressent, mais vous avez par défaut plusieurs dashboards, on va dire, qui sont proposés par Istio, où vous pouvez déjà voir un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple d'une interface Grafana. Vous voyez qu'ici, il vous présente déjà des métriques, CPU, RAM, les échanges réseau. Donc,
Voilà, avec Grafana, c'est ce genre de choses que l'on peut faire. Ça peut être très intéressant à afficher sur une télé, dans votre open space. Vous voyez tout de suite s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien sur votre cluster, rien qu'avec ce genre de métriques. Si elles sont bien choisies, évidemment. Donc voilà, là, on a celui-ci. Hop. Et il y en avait un autre que je trouvais pertinent, c'était le performance. Voilà. Bon. On peut faire des très jolies choses. Encore faut-il le configurer correctement. Là, ça c'est la configuration par défaut, on n'y a pas touché. Après, bien sûr, Prometheus, vous pouvez configurer les données qui vous intéressent à récupérer, et à Grafana, vous les affichez de la façon, là aussi, qui vous intéresse. Donc ça, c'est pour Grafana Prometheus. Maintenant, je voulais vous montrer Kiali. Voilà, donc je vous parlais d'un outil assez visuel. On va le voir tout de suite dans Graph. Je me positionne sur le namespace Volcamp et vous voyez qu'il m'affiche une belle carto de mes services. Voilà, donc là, bon, on a plein de choses de déployer. Donc, on a plein de flux, logique. Et là où il y a des choses intéressantes, c'est qu'on peut afficher des informations supplémentaires sur ces flux. Donc ici, par exemple, le temps de réponse, vous pouvez l'afficher directement sur vos jolies flèches et même faire une animation du trafic pour voir si votre application est fortement sollicitée ou pas. Donc là, si vous sortez vos téléphones, que vous allez tous sur l'application, normalement, ça doit clignoter dans tous les sens, les flux. Des petites bulles qui se déplacent. Voilà, on voit des petites bulles qui se déplacent. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. On voit des petits points qui se baladent. Bon, ça, du coup, ça, c'est l'animation ça, c'est l'animation de mes flux réseau. Bon. Alors, il en reste un, Jaeger, que je voulais vous présenter, mais Jaeger en a décidé autrement, et du coup, on y viendra juste après. Si je fais un kubectl getpod-n istio system, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Jaeger, error. Et il a décidé. Ah non, tu peux pas zoomer. On ne peut pas zoomer. Il a décidé que c'était pas pour aujourd'hui. Donc voilà. Effet démo, on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, c'est bon pour l'observabilité. Super. Et on peut passer à la suite. Super, merci. Alors la fonctionnalité suivante dont on voulait vous parler, c'était les fonctionnalités autour du traffic management. Comment est-ce qu'on était capable d'utiliser le proxy pour faire des actions en fait, sur la communication entre les microservices? Parce que finalement, c'est pour ça qu'on était là aussi. Pas que uniquement pour la partie observabilité, c'était aussi pour apporter du comportement sans avoir à faire de modifications dans le code. Et donc on va voir comment ça se passe avec le retry par exemple. Le retry, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'aller très très vite pour ceux qui connaissent. Et c'est pour ça que j'ai des dessins, ça facilitera la compréhension. Le retry, l'idée, c'est de dire que quand on va avoir une requête qui va être faite entre le service A vers le service B, cette requête va être réessayée un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on arrive à un succès ou qu'on ait dépassé un nombre d'essais prédéfinis. L'idée derrière, c'est de se dire on va avoir des erreurs qui vont être des erreurs transientes. Ces erreurs existent dans n'importe quel cloud provider ou même on-prem. Ça peut être des déconnexions réseau, ça peut être une application qui a été mise à jour, dans laquelle il y a le temps de monter de la version, etc. Ça, vous connaissez très bien. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable d'avoir ce comportement à dire une fois que j'ai fait ma requête, je réessaye une fois, je réessaye 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 10 fois peut-être, avec un temps donné maximum pour pouvoir avoir la réponse. Et ensuite, je peux donner soit le résultat, soit l'échec. De manière automatique, parce que, encore une fois, ce qu'on veut, c'est éviter que ce soit le développeur qui fasse cette opération manuellement. Tout ça, ce qui est intéressant dans l'approche service mesh, c'est que cette configuration du proxy, elle va être apportée directement par le service mesh, et elle va être apportée au travers de ce qu'on appelle un virtual service. Et dans le virtual service, on va juste configurer notre proxy sidecar pour lui dire tu vas communiquer avec ce service et tu vas réessayer autant de fois que faire se peut avec un temps maximum. Ce que je vous propose, c'est de regarder directement comment ça marche. Et pour ça, en fait, je vais utiliser les charts que j'ai déjà utilisés pour déployer l'application que vous avez vue tout à l'heure, qui est toutefois buggée, mais c'est pas grave. Tu peux agrandir, je pense. Là, je vais essayer d'agrandir. Ah oui, c'est CTRL+. Désolé, la technologie, c'est pas facile pour moi. Tac, parfait.
Super. On retrouve en fait sur ma partie gauche, je pourrais vous les donner, les charts si vous voulez, ils sont en open source, il n'y a pas de problème avec ça. Les charts en fait nous permettent de déployer nos différentes applications, nos différents applicatifs qui sont présents. Par exemple ici le Basket API avec la possibilité de créer notre déploiement et notre application, avec toute sa configuration qui va avec. Bon, ça c'est plutôt cool. Ce qui va être intéressant, c'est la partie comment est-ce que je suis capable de déployer mon virtual service pour pouvoir configurer mes proxys. Et bien ça en fait je vais créer d'autres charts qui vont être à côté, ces virtual services, qui vont nous permettre de configurer d'abord ce qu'on appelle une destination rule. La destination rule va aller cibler en fait un service déjà existant et on va rajouter ce virtual service avec cette configuration de retry pour aller lui dire eh ben, tu vas aller communiquer avec cette destination, la destination rule que j'ai créée tout à l'heure. Je vous enlève cette saloperie là parce qu'elle ne sert à rien. Dans cet exemple, enfin pas tout de suite tout du moins, mais on verra ça après. Et globalement ça ressemble à ça. Voilà, parfait. Donc, on va aller configurer un virtual service. Ce virtual service va aller taper le service existant avec la destination rule qu'on aura créé préalablement en configurant tout simplement le nombre d'essais et le temps maximum par essai. Il y avait une question que tu m'avais posée quand on avait… je suis désolé, je t'ai coupé. Oui, non, c'est intéressant. Il y a un élément manquant, selon moi en tout cas, dans cette configuration du retry, c'est qu'on ne peut pas spécifier le temps d'attente avant 2 essais. Moi, ça me paraît être un gros manque, quand même, parce que notre service met du temps à répondre, parce que là, on a spécifié du coup la latence. Enfin, on veut qu'il y ait 0,5 secondes entre mon essai et la réponse. Ouais. Voilà. On n'a pas de réponse parce qu'il lag un peu. On réessaye. Pareil, donc il est toujours surchargé. On réessaye à nouveau. Donc voilà, ça me paraît dommage de ne pas pouvoir spécifier qu'on attend 2-3 secondes avant de refaire un retry direct. J'ai vérifié la documentation d'Istio et Istio spécifie bien que ce délai entre les 2 essais est automatiquement calculé en fonction du temps global, etc. Bref, c'est une vraie complexité, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait manquer. Super. Ça va jusque-là? Ouais, cool. C'est qu'on est cool. Je te laisse aller pour la suite. Yes. Ensuite, le chiffrement des flux. Alors, on l'a vu tout à l'heure, notre fameux sidecar, je ne l'ai pas précisé, c'est un manque de ma part, mais pour Istio, c'est un proxy Envoy. Voilà, donc, ce proxy, comme je vous l'ai dit, va intercepter tous les flux entre vos applications. Ce qui nous permet donc de mettre en place très facilement un chiffrement MTLS entre nos applications. Donc, lorsqu'un service va communiquer avec un autre, le flux va passer par le Envoy, et donc on va avoir une communication chiffrée entre les 2 sidecars. Par contre, ensuite, au sein du pod, entre le Envoy et notre conteneur, notre conteneur applicatif, là le flux sera en clair. Mais au moins, toutes les communications au sein du cluster sont chiffrées. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc pour le mettre en place, 2 façons de faire. On a soit le paramétrage Istio global que vous voyez sur la commande istioctl en haut ici. Soit vous voulez être plus fin et là vous le gérez avec un déploiement YAML tout à fait classique où vous pouvez spécifier le namespace que vous ciblez comme étant chiffré MTLS et vous pouvez inclure un paramétrage qui va dire est-ce que le chiffrement MTLS est obligatoire ou non. Donc ici vous voyez qu'on est sur un mode strict, c'est-à-dire que mon sidecar, mon Envoy, il va rejeter tous les flux qui lui arrivent en clair. Au moins là, vous êtes sûr que votre communication, elle est chiffrée. Donc ça, c'est le mode strict. Et c'est valable pour les communications internes au cluster et même ce qui vient de l'extérieur. Vous pouvez forcer un chiffrement des flux. Donc ça, c'est le mode strict. Et vous avez un mode permissif où là, si c'est du MTLS, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. C'est ça l'idée. Donc après, bien sûr, lui, il fonctionne avec son système de chiffrement, certificat auto-signé, il gère tout tout seul. Si on veut le laisser faire, si on veut apporter nos propres certificats, bien évidemment, on peut. Petite précision par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la slide ici. Entre le pod et le proxy,
la communication n'est pas chiffrée, mais par contre, en fait, tous les ports ouverts à l'intérieur du pod sont complètement fermés, c'est-à-dire que le pod est complètement isolé, on ne peut passer que par le proxy finalement. Donc en termes de niveau de sécurité, en fait, on apporte des solutions de communication avec du MTLS, du Mutual TLS, entre les deux, et le pod est complètement sécurisé sans aucune action de notre part côté dev. D'accord. Et les développeurs, ils sont peinards sur cette aspect sécurité, eux, ils n'ont rien à faire. C'est géré par le service mesh. On va parler du Canary Release. Pareil, j'ai fait des dessins. Je pense que c'est mieux pour comprendre. L'idée du Canary Release, c'est de dire on va déployer notre application 2 fois. La première version, la version en cours, et la prochaine mise à jour, en fait, va déjà être déployée et déjà disponible dans notre cluster. Le Canary Release, en fait, le but, c'est derrière de passer progressivement d'un routage de flux de 100% vers l'ancienne version vers 100% de la nouvelle version. Et ça de manière incrémentale. La particularité de ça, c'est que ça nous permet, au moment où on va voir les flux commencer à arriver sur la nouvelle version, de détecter s'il commence à y avoir des pannes et de faire un rollback. Si on a par exemple fait le 80-20, au départ, on n'aura pénalisé que 20% des utilisateurs. C'est toujours mieux que 100% des utilisateurs. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce genre de scénario pour ensuite supprimer en fait la version N. Ça fait partie en fait des scénarios de Blue-Green Deployment. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce Canary Release, réaliser du Canary Release au travers de Service Mesh. Comment est-ce que Service Mesh va pouvoir nous aider à faire ça? Alors encore une fois, je reprends les exemples que j'avais tout à l'heure. J'ai créé en fait mes Destination Rules. Mes Destination Rules ici vont aller cibler deux services qui ont été déployés dans mon cluster, une avec la version 1, une avec la version 2. Et on va aller venir dans notre virtual service, configurer nos routes, c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure, voilà. Hop. Pour aller lui dire, tu vas rediriger 50% du flux, ce que vous voyez ici, sur la version 1 et 50 autres % sur la version 2. De manière complètement transparente pour les applications, on va être capable de transférer ces parties de flux, sans aucune coupure réseau, pour le coup. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pas mal, ça a été rapide. Prenons un peu de recul au paragraphe qu'on avait appelé « Pourquoi vous ne devez surtout pas utiliser Istio ?» Je déconne. Il y a quand même pas mal d'inconvénients liés au service mesh en général, pas forcément que Istio. Là, on parle du service mesh au global. Le premier gros inconvénient que l'on voit, c'est que forcément, vous avez de nouveaux composants à déployer sur votre cluster. Donc ça veut dire de nouveaux composants à maîtriser, à configurer, à manager. Et là, on vous montre des choses assez accessibles pour le moment, parce que c'est du déploiement, on va dire, par défaut, des opérations assez simples, mais on peut aller super loin. Et des fois, ça fait peur. Donc déjà que Kubernetes, ce n'est pas forcément simple. Lorsque l'on rajoute quelque part ce middleware entre votre infrastructure et vos applications, ça peut vite devenir le bordel. Surtout que ça ne va pas être géré par les devs. Les ops, c'est un peu entre les deux. Ils ne seront peut-être pas trop d'accord pour s'en occuper non plus. Ils diront aux devs, tu te débrouilles avec ton bordel. Hein. Donc voilà. Donc il y a cette complexité-là liée au nombre de composants supplémentaires que l'on va déployer dans notre cluster. Et on l'a vu tout à l'heure, notre Jaeger, il a décidé que ce n'était pas son jour. Et donc voilà, des nouveaux composants à gérer. Cette complexité supplémentaire, le middleware, ça peut être une source de problèmes supplémentaires également. On l'a vu juste avant avec le Jaeger. Et ce qu'il faut voir avec le service mesh, c'est que ça va venir potentiellement avec beaucoup de fonctionnalités. Vous avez beaucoup de possibilités avec, que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'utiliser tout en même temps. Donc, dans le cas d'Istio, en tout cas, ça vous fait déployer quand même une artillerie assez conséquente pour peut-être pas grand-chose. Voilà. Si votre besoin, c'est uniquement le chiffrement des flux, il y a peut-être autre chose à mettre en place qu'un Istio qui va quand même complexifier pas mal les opérations sur votre cluster. Associé à cela, la courbe d'apprentissage qui est conséquente. Déjà, Kubernetes, ce n'est pas simple. On rajoute Istio, ça l'est encore moins. Donc voilà, il y a ce point-là également qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai ajouté également des comportements d'Istio qui peuvent dégrader votre expérience
applicative. Et ça, à mon sens, c'est le pire des problèmes qui peut arriver sur votre cluster. C'est quand le service mesh entraîne des soucis applicatifs. Il faut savoir qu'Istio, dans son fonctionnement, toutes les demi-heures, il reset sa config. Et donc, il se relance. Pour faire simple, il redémarre. Donc, si votre application, si votre service tolère mal les interruptions réseau, même si ça dure que 50 millisecondes, voilà, vous pouvez avoir quelques problèmes. Pareil, côté Prometheus, il faut savoir que Prometheus est extrêmement gourmand en ressources. Avec toutes les données qu'il traite, c'est extrêmement gourmand. Donc là aussi, ça peut vous entraîner des problèmes au niveau applicatif si le serveur, si votre cluster est saturé. Voilà. Donc attention à Istio, attention au service mesh en général. On ne va pas se concentrer sur Istio quand même, c'est pas sympa. Ils sont pour rien. En retour peut-être d'expérience de ce qu'on a pu faire pendant cette préparation pour Stalk, ce qu'on peut vous conseiller en fait, c'est une approche plutôt progressive sur l'utilisation des services mesh. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que l'utilisation des services mesh pour par exemple augmenter le niveau d'observabilité de vos clusters cubes avec vos applications, c'est quasiment gratuit en fait sur l'utilisation. On active le service mesh, on va lui demander d'activer toutes les fonctionnalités Prometheus, etc. Et on va bénéficier de dashboards qui vont être prêts à l'emploi. Donc c'est très intéressant en fait en termes de starter kit, cette partie-là. Modulo, la montée en compétence. Modulo, la montée en compétence sur les technologies forcément. Sur la partie sécurité, ça commence à être un tout petit peu plus compliqué parce que là, on va toucher directement du doigt les communications qui sont entre les microservices, même si on va chiffrer et si logiquement ça devrait être complètement transparent par les applications, ça ne l'est pas forcément tout le temps. Ce qu'on n'a pas montré tout à l'heure, c'est que le service mesh peut être aussi apporté sur des communications avec des services externes. Alors attention, quand on va essayer d'appliquer des fonctionnalités, par exemple de mutual TLS, sur des services externes qui vont aller communiquer avec nous, ça risque d'être un peu compliqué de leur faire accepter ça. Ça va être compliqué aussi si par exemple on veut activer du service mutuel TLS avec des PKI corporate. Et oui, parce que nativement ça fonctionne avec sa propre PKI, ça génère tout un tas de certificats autosignés. Intégrer ça dans une PKI corporate, ça va être plus compliqué. Pour tout ce qui est fonctionnalité de blue-green retry, ça va être encore plus compliqué. La courbe d'apprentissage va être encore plus grande, a fortiori tout simplement parce que la configuration se fait par desire state. Donc c'est-à-dire on va lui demander un état, on va lui dire pousse-moi les 50% sur chacun des services, et ensuite repousse-moi la configuration pour passer de 80-20, etc. Donc ça veut dire qu'en fait il va falloir orchestrer vos déploiements pour pouvoir prendre en charge ça. Ça veut dire la gestion de processus en plus. Donc en fait c'est pas tout à fait neutre. D'autant plus que ça va avoir un impact, comme tu dis, sur les chaînes CI/CD. Oui. Donc il va falloir, au-delà de l'aspect déploiement et management du service mesh, il va falloir également gérer au niveau CI/CD ou GitOps les mécaniques qu'il y a derrière pour faire du retry, pour faire du blue-green. Donc il faut s'intéresser aussi à l'aspect déploiement. Comment est-ce que je déploie ma configuration Istio? Comment je la gère au quotidien? Comment elle va impacter mes processus? Donc au final, ça a des impacts sur toute la chaîne DevOps, tout simplement. Et enfin, conclusion. La conclusion, du coup, tout ça pour dire que le service mesh, c'est bien. Ça apporte des fonctionnalités hyper intéressantes. Observabilité, sécurité, contrôle, gestion des flux. On a sur le papier une stack qui est complète, qui va vous apporter plein de choses. Le problème, c'est que dans les faits, il y a au final peu d'applications qui en ont forcément besoin. On va dire de la stack complète. Peu d'applications en ont besoin. Ça demande une maturité Kubernetes et DevSecOps que je caractérise d'assez élevée, effectivement, si ce n'est exceptionnel. Pour être un tout petit peu provocateur. En tout cas, voilà, la courbe d'apprentissage est très élevée, associée à Kubernetes, n'en parlons pas. Au final, peu d'applications en ont réellement besoin. Voilà, si j'ai une dizaine de services à héberger sur mon cluster, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un service mesh? Je ne suis pas sûr.
souvent on s'en sort déjà sur la partie développement directement en implémentant des mécanismes qui répondent à ces problématiques-là. C'est ça. Et si l'observabilité, c'est votre préoccupation principale, déployez Prometheus Grafana sur votre cluster sans passer par Istio. Voilà, ça peut être une bonne pratique. Donc le service mesh, il est très lourd, demande beaucoup de compétences, remet en cause l'ensemble de votre chaîne CI/CD pour des avantages qui sont là, mais qui ont quand même des inconvénients, des contraintes qui sont assez importantes, voire très importantes. Super. Quelque chose à ajouter? C'est tout pour nous. On a du temps pour les questions. Merci à tous. Oui, ça marche. Oui. Oui. Est-ce que dans une infra, on peut faire cohabiter les virtual services Istio avec les services de Kubernetes? Oui. Alors, Alors, la question était, est-ce que dans le fonctionnement avec Istio, on est capable de faire cohabiter les virtual services avec les services naturels de Kubernetes? La réponse est oui, en fait. C'est nativement, les services d'Istio vont s'appuyer sur les services de Kubernetes. Le virtual service, il a juste pour but, en fait, de définir quelles sont les règles sur la partie proxy en termes de communication. Et derrière, on définit ce que je montrais tout à l'heure, les destination rules, qui en réalité pointent vers les services Kubernetes. Donc, ça veut dire que notre template de déploiement va être strictement identique à quand on n'a pas de service mesh. On va juste rajouter des destination rules et des virtual services. Et c'est finalement les ingress que l'on va changer pour les pointer vers ces virtual services. Le virtual service, il n'a pas d'existence physique, c'est que de la configuration au niveau de ton sidecar. Donc oui, il s'intègre forcément fortement avec les services Kubernetes. Et du coup, ça peut être, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, ça peut être aussi quelque chose de complexe, c'est que dans votre cluster Kubernetes, vous allez gérer l'exposition des services, les flux, les ports, au niveau de vos services Kubernetes, au niveau potentiellement d'un ingress controller. Vous rajoutez entre les deux un sidecar avec des virtual services, des mécanismes de retry. Au final, vous gérez des flux un peu partout et voilà, ça peut être compliqué finalement de trouver à quel niveau le faire, et si vous avez un problème, comprendre d'où vient le problème. D'autres questions? Super. Tout le monde est incollable sur les services mesh. Ah. Alors la question, la question c'est est-ce qu'il faut au final mélanger les charts applicatifs des charts système, infrastructure? Moi, ma préconisation, c'est de décorréler les deux. Alors, vous gérez votre application d'un côté, vous gérez les charts système de l'autre. C'est comme au final, si vous faites de l'infra as code, vous allez séparer tout ce qui va être provisioning d'infrastructure et les applications que vous déployez. Moi, je ne les sépare. Après, si on regarde spécifiquement dans l'exemple que j'avais donné avec les charts de déploiement de l'application plus les charts de déploiement de Istio, enfin des configurations d'Istio, je serais tenté de dire on pourrait les mettre tous les deux ensemble, ça ne posera aucun problème parce que finalement c'est un autre processus qui va être lancé et qui va se lancer en même temps sur la partie chart d'applicatif plus les services mesh. Donc voilà, on peut le mettre ensemble. Et je pense que c'est plus une question d'organisation d'équipe et de niveau de maturité sur les équipes qu'une réponse dans l'absolu, quoi. Et surtout qu'après, ils vont avoir des cycles de vie différents aussi, en termes d'infra, en termes d'apps. On peut imaginer que ta config Istio, tu ne vas pas la redéployer sur ton cluster tous les jours, alors que ton application, potentiellement, si, elle évolue. Donc, tu as une dépendance entre tes pods et tes virtual services, non? Oui. Mais c'est de la config système. Pour moi, c'est intéressant de les mettre au plus près. Je voulais savoir si c'était une bonne pratique, ou si c'était une organisation interne et que c'était assez libre. On n'a pas la prétention de dire que c'est une bonne pratique et que c'est figé dans le marbre, il faut absolument le faire comme ça. Zéro réponse dans l'absolu. Moi, c'est comme ça que je ferais. C'est ça.
Yann? Ouais. Bah, ton envoy, c'est un point de. Ton point de défaillance, il est effectivement sur ton envoy. Alors la question c'était, est-ce que le fait d'apporter du service mesh ne devient pas en fait le point de contention de tous les problèmes qu'on va avoir avec une application hébergée sur un cluster cube? Bah oui, effectivement, ça devient notre point de contention. La différence, c'est qu'en fait, ton service envoy, ton proxy qui va être généré, il va être généré pour chacun des pods qui va être mis. Si tu fais du multi-instance avec du sur ton infra hautement dispo, et ben finalement, tu vas avoir autant d'instances de proxy envoy qui vont être générées que de pods qui vont être déployés. Donc, tu vas augmenter nativement en fait ton niveau de disponibilité. Après, si ton control plane est en panne, il est en panne. De la même façon que si ton master Kubernetes est en panne, il est en panne. Et là, ça ne fera pas plus. On va dire que tu t'es ajouté quand même un point de défaillance potentiel supplémentaire, mais a priori qui n'a pas plus de raison de dysfonctionner que le reste de ton cluster. Donc, tu en as juste rajouté un. Ouais. Ça pète toujours à un moment ou un autre. Ouais, bah, la preuve. Une dernière question? Ouais. Alors, Alors, tu veux répéter? sur les readiness, alors la question c'est sur les readiness probe, est-ce qu'on les fait pointer sur les sidecars ou sur les containers qui sont déployés dans les pods? Alors au niveau de tes readiness propres, ça va strictement rien changer. En fait, ton sidecar, il intercepte les flux. Mais derrière, toi, au niveau endpoint applicatif, tu configures tout comme avant. C'est juste que le sidecar, il intercepte les flux réseau qui vont passer. Ce n'est pas un endpoint en tant que tel. Donc au niveau de tes probes, ça ne change rien. C'est exactement ça. Dans l'exemple que j'ai fait, les charts que j'ai réalisés, les readiness probe pointent directement sur les conteneurs. Ils ne pointent pas du tout sur le proxy sidecar. Parce que je pars du principe que nativement, en fait, je ne vais pas déployer avec un sidecar. Donc là-dessus, c'est transparent. Bon, pas mal. Merci. Très bien. Merci à tous.